Regarde, c'est l'info certifié. Mesdames, Messieurs, bonjour. Jury du dimanche avec Barthélémy Diaz, maire de Mermoz-Sacré-Cœur. Bonjour, monsieur le maire. Bonjour, Mamadou Iboukan, et merci pour l'invitation. Vous êtes aussi un membre de la coalition Tahaou Sénégal autour de l'ancien maire de Dakar, Khalifa Ababacar Sall. Vous êtes ancien député. Vous vous illustrez par vos prises de position souvent fracassantes, courageuses pour certains, suicidaires pour d'autres. Barthélémy Diaz, socialiste, c'est de Ousmane Tanor Dieng, son leader et son mentor. Ça appartient peut-être aujourd'hui au passé. En tout cas, votre militantisme au PS a daté au lendemain de l'alternance de 2000, avant la brouille avec le défunt secrétaire général du Parti socialiste. Barthélémy Diaz participera-t-il aux hommages rendus justement ce week-end à l'ancien président du Haut Conseil des collectivités territoriales? Lui seul est en mesure de répondre à la question et nous la lui poserons tant que ces divergences avec son ancienne formation politique semblent profondes depuis que l'ancien maire de Dakar, Khalifa Ababacar Sall, dont il est un grand fidèle, est tombé en disgrâce. Le maire de Mermoz en tiendra rigueur à la direction actuelle du PS, accusé d'avoir comploté avec son allié, le président Macky Sall, pour liquider politiquement l'ancien ministre socialiste sous Abdou Diouf. Je veux parler bien sûr de Khalifa Ababacar Sall. La prison, le jeune responsable politique et fils d'eux en connaît le chemin pour l'avoir emprunté à plusieurs reprises. Accusé du meurtre de Ndiaga Diouf en décembre 2011, lors d'une attaque contre la mairie de Mermoz par des nervis qui auraient été envoyés par le PDS, alors au pouvoir, Diaz fils de Jean-Paul Diaz, n'a pas fini de convaincre de son innocence. Il sera jugé en appel le 13 mai prochain. L'invité du jury du dimanche se prononcera sur les sujets d'actualité politique, économique et sociale. Monsieur le maire, commençons d'abord par ces hommages rendus à feu Ousmane Tanor Dieng par la direction actuelle du PS, conduite par Aminata Mbengue Ndiaye. Ousmane Tanor Dieng est décédé le 15 juillet 2019 en France. Il repose à Nguéniène, le village qu'il a vu naître. Est-ce que vous retournerez à la maison du Parti socialiste à l'occasion de ces hommages? Merci, Mamadou Iboukan. Je voudrais dire que quand on est socialiste un jour, on est socialiste pour toujours. Je voudrais aujourd'hui rendre un vibrant hommage à cet homme qui m'a accueilli dans le monde politique et qui a grandement contribué à ma formation et à ce que je suis devenu. Je veux nommer que vous avez librement choisi. Oui, je veux nommer M. Ousmane Tanor Dieng. Oui. Et vous serez à la maison du Parti socialiste? D'abord, nous n'avons pas été conviés. Ah bon? Oui, et je voudrais le regretter et dire que la plupart des gens qui vont aujourd'hui être à cet hommage sont loin de pouvoir témoigner sur l'homme, M. Ousmane Tanor Dieng, pour ne l'avoir pas fréquenté. Et je suis désolé quand on se permet aujourd'hui d'inviter des membres de la coalition présidentielle et refuser d'inviter des camarades socialistes, parce que c'est ce que nous sommes toujours, des camarades socialistes. Ni vous, ni Khalifa Sall, ni tous les autres, vous n'avez pas été invités? Pas du tout, ce sont des divergences. Pourquoi? Ce sont des divergences, certes, que nous constatons et que nous assumons. Je pense que dans la vie, on doit faire preuve de grandeur et de responsabilité. Monsieur Ousmane Tanor Dieng, je pense que si on devait aujourd'hui parler de l'homme, il y a des gens qui devaient être conviés à cette table pour pouvoir parler de l'homme et faire un témoignage. Au-delà de nos divergences, je le dis et je le répète et j'assume mes propos. Cet homme fut un homme d'État, en réalité. Il fut un leader politique. Il a tenu la barre socialiste pendant plus d'une décennie. Et effectivement, il fut un enfant de la République. Ousmane Tanor Dieng respirait la République jusqu'au bout des ongles. Ceci étant dit... Mais aujourd'hui, c'est devant la mort que vous le dites. Oui, mais ceci étant dit, j'insiste sur ce que je dis, ceci étant dit, l'homme que j'ai connu n'est pas l'homme que j'observais vers la fin de sa vie. Parce que moi, je n'ai pas le temps de raconter des contre-vérités. L'homme que j'ai connu est un homme qui m'a inculqué des valeurs, des convictions et des principes. Et une constance. Aux Sénégalais de juger l'homme qu'ils ont observé vers la fin de sa vie, c'est de ça qu'il s'agit.
M. Khalifa Sall s'est retrouvé dans la situation que tout le monde connaît. Je le répète et je confirme mes propos, de par une participation du Parti socialiste à un complot d'État. Et c'est la réalité. Je n'ai pas le temps, moi, de mettre ici à tourner autour du pot pour dire ma pensée. Donc, ceci étant dit, aujourd'hui, on parle de recueillement, on parle de prière. Que le bon Dieu accueille M. Ousmane Tanor Dieng en son paradis et lui pardonne toutes ses fautes et ses péchés. Et je pense que c'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui et non d'autre chose. Et je terminerai par dire que je pense qu'il avait tout de même émis un dernier vœu de voir, si possible, la famille socialiste se retrouver. Et moi, au lendemain de sa disparition... C'est cette dernière volonté. Oui. Est-ce que cela n'aurait pas dû être l'occasion de ces retrouvailles entre vous et l'actuelle direction du Parti socialiste? Au lendemain de la disparition de M. Ousmane Tanor Dieng, moi-même, je suis allé à la maison du Parti socialiste pour témoigner de qui était cet homme. Et ensuite, je me suis rendu au domicile de certains responsables du Parti socialiste et ils m'entendent. Et au moment où on leur parlait de réunification, ils parlaient de compagnonnage avec le pouvoir. Ils sont dans une démarche alimentaire. Ils sont dans une démarche opportuniste. Ils sont dans une démarche qui ne tend pas vers le socialisme. Mais parlons d'aujourd'hui. Khalifa Sall, vous êtes prêt aujourd'hui à ces retrouvailles du Parti socialiste, de la famille socialiste? Mamadou Ibra Kane, le Parti socialiste du président Senghor, on l'avait confié à des individus qui l'ont tué. À l'heure où je vous parle, il y a un siège, il y a un logo, il y a un nom, il y a un récépissé, mais il n'y a plus de parti. Ce parti, nous, aujourd'hui, avec Khalifa Sall, rassemblé à, oui, non, à la maison Léopold. Je reviens à ce que je dis. Oui. Réunir une bande de copains et de coquins et parler de mérite, comment dirais-je encore, de M. Ousmane Tanor Dieng, ça, tout le monde peut le faire. Mais pourquoi attendez-vous d'être invité, d'ailleurs, pour y aller? Non, puisque vous croyez aux idéaux de Léopold Sédar Senghor, et vous avez porté un témoignage aussi sur Ousmane Tanor Dieng, oui. Pourquoi vous attendez d'être invité pour aller lui rendre hommage? C'est parce qu'il y a une histoire. Même pour aller vous signer... contestez à l'actuelle direction sa légitimité. Non, on ne conteste pas sa légitimité, il ne s'agit pas de cela. Aminata Mbengue sait très bien toute l'affection et le respect que j'ai pour elle. Il n'est pas question de remettre en cause son intérim. Il est question aujourd'hui, moi je vous donne un simple exemple. La dernière fois que j'ai mis les pieds à la maison du Parti socialiste, c'était pour aller signer le livre de condoléances. J'ai appelé le secrétaire permanent au préalable pour lui dire que j'arrive, pour qu'il n'y ait pas de problème. Parce que aujourd'hui, tout le monde connaît ce qui s'est passé à la maison du Parti socialiste et la suite on connaît. Je n'ai pas donc envie, ni moi, ni Khalifa Sall, ni quelqu'un d'autre, de remettre les pieds à la maison du Parti socialiste et qu'il y ait des débordements et qu'on nous le reproche. Parce que nous sommes tous de même des responsables. Et ce qui s'était passé à la maison du Parti socialiste à l'époque, je l'avais dit, c'était regrettable. Mais c'était inévitable. Parce que trop, c'est trop. Le Parti socialiste du Sénégal n'a jamais été et ne sera jamais un mouvement de soutien. Et vous allez m'excuser de l'expression. Depuis son compagnonnage... Votre parti n'est plus votre parti. C'est notre parti. Ah oui? Oui. Vous vous posez encore comme militant du parti. Mais nous le sommes. Maintenant, je reviens à ce que j'ai dit. Il y a des divergences. Vous avez été exclu. Par qui? Par la direction. Quelle direction du PS? Quelle direction? Je vous renvoie la question. Mais M. Kane, avec tout le respect que je vous dois, les partis politiques aujourd'hui prônent la démocratie dans ce pays. Ils militent pour la démocratie dans ce pays. Mais ça doit d'abord commencer chez eux. Quand une direction est nommée, pour ne pas dire élue, je peux même dire même choisie par une base, pour un mandat bien déterminé de 4 ans, vous êtes presque à 8 ans. On parle de 2014. C'était 2014 le dernier congrès. On est aujourd'hui en 2020. Ça fait 2 ans que le Parti socialiste devait être renouvelé. Donc on parle de quelle direction? Aujourd'hui, dans une république qui se respecte, et le ministère de l'Intérieur aurait dû imposer au Parti socialiste de renouveler ses instances de base. Mais si... Et le seul à être dans cette situation. Non, les autres partis ne m'intéressent pas. Parce que moi, je ne caricature personne. Je dis que le Parti socialiste, c'est un parti. Je ne dis pas que les autres partis ne sont pas des partis, mais je dis que c'est un parti. Et un parti doit donner l'exemple, surtout le Parti socialiste. Et comment ces retrouvailles, qui était quand même un vœu de Ousmane Tanor Dieng avant sa mort, devrait-elle pouvoir se faire? Mais en s'adossant sur d'abord la foi, il faut avoir la foi en Dieu, croire en Dieu, et arrêter de croire en les prébendes, avoir en bandoulière l'honneur et non avoir les honneurs en tête,
et faire preuve de dignité, de fierté. C'est important. La dignité, elle est importante dans la vie. Un homme sans dignité n'est rien. Aujourd'hui, vous allez m'excuser de l'expression. Depuis que le Parti socialiste est entré dans son compagnonnage avec le président Macky Sall, aux yeux des Sénégalais, je ne dis pas que c'est la réalité, le Parti socialiste est devenu le parti de la sottise. Parce qu'on ne retrouve plus ce Parti socialiste. Votre condition est que le PS quitte la mouvance présidentielle pour que ces retrouvailles plus éventuelles puissent avoir lieu. Mais pas du tout, Amadou Ibrahim. Pas du tout. C'est pas ça la question. Oui. Mais comment un parti comme le PS refuse de se prononcer sur l'actualité nationale, refuse d'aborder les questions de société, les questions liées à l'agriculture, à l'éducation, à la santé. Vous pensez franchement qu'aujourd'hui, vous pouvez me dire que le Parti socialiste peut aujourd'hui défendre la thèse de dire qu'elle soutient le président Macky Sall dans l'augmentation de l'électricité? C'est le Parti socialiste, le parti des masses, le parti des travailleurs. C'est du socialisme. On ne peut pas supporter et soutenir une hausse de l'électricité. Ça devient de l'esclavage et ça devient de l'escroquerie. Le jury du dimanche, iRadio ITV reçoit Barthélémy Diaz. Dimanche 24 février 2020, il y a justement un an, jour pour jour, que le président Macky Sall était réélu face à 4 autres candidats, Idrissa Seck, Ousmane Sonko, El Hadji Sall et Madické Niang. Un scrutin marqué par la disqualification des candidatures de Khalifa Sall et de Karim Wade pour des raisons d'inéligibilité. Comment analysez-vous l'exercice du second mandat du président Sall un an après sa réélection? D'abord, je dois préciser que d'abord il s'est auto-réélu, ça il faut d'abord le préciser clairement, parce que le scrutin tout de même. 58%, non? Oui, mais c'est qu'à 58%, je pense que d'abord ça prouve leur incompétence, parce qu'ils auraient dû faire un score soviétique dans ces conditions. Non, j'allais dire le régime est incompétent. Ah, d'accord. Ils auraient dû faire un score soviétique dans les conditions d'organisation de ce scrutin. Un scrutin où on a choisi à la carte d'abord les candidats. En quoi faisant? En éliminant certains, avec la complicité d'une certaine justice. C'est ça la vérité. Et en éliminant d'autres avec ce que j'appelle l'escroquerie du siècle, c'est le parrainage. Et ensuite, ce qu'on s'est permis de faire, on s'est permis de confisquer les cartes d'électeurs des Sénégalais, au vu, au su de tout le monde. Ce que je dis là, tous les Sénégalais peuvent le constater et le confirmer. Et on ne s'est pas limité là. On s'est permis d'aller taper au cœur de la DAF, en s'amusant avec le fichier de l'état civil. C'est pourquoi je dis, avec les 58%, ils ont prouvé leur incompétence. Ils auraient dû sortir un score soviétique avec toutes les conditions. Ceci étant dit, le passé appartient au passé. Maintenant, le président Macky Sall a été élu. C'est ce qu'il a dit. Alors, mais moi, maintenant, je prends par exemple la ville où j'habite, Dakar. Il a dit qu'il a gagné Dakar. Mais maintenant, il refuse d'organiser des élections locales. Il considère que Dakar ne doit pas nommer son maire. C'est une contradiction. Ceci étant dit, je ne parlerai pas que de cette année, l'exercice du pouvoir. Parce que Macky Sall, tout de même, il est à sa 8e année. Mamadou Ibra, j'aimerais bien qu'on fasse un micro-trottoir. Depuis l'arrivée du président Macky Sall au pouvoir, on lui a confié plus de 25 000 milliards. Avec ces 25 000 milliards, il nous avait fait des promesses. La gouvernance sobre et vertueuse est-elle au rendez-vous? Les 500 000 emplois par an ou par mandat, est-ce que c'est au rendez-vous? Les 25 ministres, est-ce que c'est au rendez-vous? La patrie avant le parti, est-ce que c'est au rendez-vous? Etc., etc. Regardez ce qui se passe aujourd'hui dans le dossier de M. Guy-Marie Sagna. D'où sortez-vous d'abord, avant d'aller plus loin, les 25 000 milliards dont vous parlez? 3 000 milliards de budget par an. Vous faites le cumul des différents budgets. C'est 3 000 et 4 milliards. Moi, quand j'ai quitté l'Assemblée nationale, je crois le dernier budget que j'ai voté, on tournait à peu près autour de un peu moins de 3 200 milliards. Il a fait 8 ans, 3 fois 8. Ce monsieur a tout de même géré à peu près 25 000 milliards. Je n'ai pas dit qu'il n'a rien fait. Mais où se trouve son pôle urbain de Diamniadio? Quand un État n'est pas capable de sortir un pôle urbain de terre et fait appel aux Turcs, il y a un problème. Quand un État n'est même pas capable de payer les écoles privées, où l'État a envoyé des bacheliers, c'est qu'il y a un sérieux problème. Et je ne rentre pas dans le fond. Et maintenant, on ne peut pas être dans cette situation. Et le président Macky Sall se retourne et lui demande de payer les pots cassés en augmentant l'électricité, en augmentant le panier de la ménagère, etc., etc. Parce que cela est dû à son incompétence à la tête de ce pays. Pour vous, ce second mandat n'est pas bien entamé. Bon, je reviens à ce que j'ai dit. Je ne peux pas dire que je ne reconnais pas le président Macky Sall comme président de la République. Mais
le président Macky Sall, aujourd'hui, ne s'occupe pas des Sénégalais et des Sénégalais. La preuve, quand il y a 12 Sénégalais en Chine qui sont dans une situation que tout le monde connaît et qu'il vous dit que le Sénégal n'a pas les moyens d'aller prendre 12 enfants sénégalais, vous voulez que moi je vous parle de cet homme-là en tant que président de la République? Non. Le président Macky Sall aujourd'hui est plus dans une dynamique qui consiste à endormir l'opinion nationale et internationale en organisant un semblant de farce avec une complicité émanant d'une certaine partie de l'opposition. L'objectif est très clair. C'est de se maintenir au pouvoir en attendant les retombées du pétrole et du gaz. C'est ce qui intéresse aujourd'hui ce pouvoir en place. Ce n'est pas l'agriculture sénégalaise, ni la pêche. La preuve, vous avez vu, a servi récemment. Pour 400 licences de pêche, il a fallu qu'on se donne un spectacle pour que l'État revienne sur terre. Parce que ce gouvernement ne comprend que son langage. C'est dommage, mais c'est la réalité. Et vous pourrez l'observer avec les étudiants, avec les pêcheurs. C'est un gouvernement qui ne comprend que ce langage. Donc aujourd'hui, regardez ce qui se passe dans le milieu de la santé. Quand, même pour acheter une machine, ça pose problème, ça fait un débat national, on parle de quelle émergence? Allez demander aux enseignants et aux étudiants qu'est-ce qu'ils pensent de ce régime. C'est de ça qu'il s'agit, M. Kane. Ce n'est pas mon opinion personnelle que je donne, ce sont des faits que je relate. Vous étiez en train de parler de Guy Marius Sagna quand je vous ai interrompu. Vous avez récemment lancé un appel à l'Église en disant qu'elle doit se prononcer. Quel est l'écho que vous avez eu après cet appel de la part de l'Église? Vous savez, l'Église... Guy Marius Sagna, comme je le rappelle, à la tête du mouvement Nyolank, est aujourd'hui en détention après avoir organisé une marche sur le palais et s'être agrippé aux grilles du palais présidentiel. Il s'est agrippé aux grilles du palais présidentiel et personne n'est en mesure de nous dire aujourd'hui où est-ce que c'est écrit dans la constitution du Sénégal que c'est interdit. Nul. Il n'y est pas allé avec des armes. Premièrement, je rappelle que devant la Maison Blanche, les gens squattent toute l'année avec leurs tentes, leurs pancartes, mettent même de la sonorisation pour dénoncer les politiques du président locataire de la Maison Blanche. Nous avons tous vu sur Internet il y a quelques semaines un Français interpeller le président Macron devant l'Élysée pour lui dire ses calmes. Il y a quand même l'arrêté Ousmane Ngom qui délimite le périmètre. Je reviens à ce que j'ai dit. Un arrêté ne peut pas être au-dessus de la loi. La loi, la liberté d'expression. C'est la loi. C'est un droit constitutionnel. Un arrêté, surtout un arrêté qui relève de la politique politicienne et partisane, ça c'est notre débat. Et avec tout le respect que je peux prétendre avoir pour M. Ousmane Ngom, je suis désolé, ce n'est pas une référence, surtout à l'époque quand il était ministre de l'Intérieur. Je ne reviendrai pas sur sur les, comment dirais-je encore, sur le passage de M. Ousmane Ngom à la place Washington. Pourquoi il ne serait pas une référence? Mais écoutez, pour faire partir Abdoulaye Wade, il y a eu 17 morts dans ce pays. En synthèse, franchement, M. Ousmane Ngom, aujourd'hui, dans un état normal, franchement, vous pensez qu'il n'avait pas de comparante tout de même? Ou bien expliquer comment, en une période de pré-campagne, préélectorale, on s'est tapé 17 morts pour faire partir un homme? Tout de même. Donc, je revenais pour dire que pour l'Église catholique du Sénégal, d'abord, quand on parle de l'Église, on sait qu'on s'adresse à un État. Un État a une façon de fonctionner et de réagir. Maintenant, l'État, quand je parle de l'État, c'est le Vatican. Et l'Église catholique du Sénégal est aussi un État ici au Sénégal. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, on interpelle l'Église catholique du Sénégal. Pourquoi? Je prends un exemple. Moi, Barthélémy Dias, j'ai été arrêté à plusieurs reprises. Personne n'a jamais vu ni entendu Guy Marius Sagna se battre pour Barthélémy Dias. Et pourtant, c'est mon ami et c'est mon frère. Parce que moi, je me bats dans le champ politique. Je suis arrêté dans le cadre d'un combat politique. J'assume le tout et avec un grand T dans le cadre politique, y compris la prison. Mais ici, Guy Marius Sagna n'a pas posé un acte politique. Guy Marius Sagna a posé un acte citoyen et patriotique. Il manifestait contre la hausse de l'électricité. Et moi et Guy Marius Sagna, nous ne partageons pas le même parti politique. Il est au PASTEF, je suis avec Khalifa Sall. Mais je considère que Guy Marius Sagna ne peut pas être avec 7 ou 8 personnes. On libère tout le monde, sans aucune exception, sauf Guy Marius Sagna. C'est parce que je le dis et je le répète. Et d'autres catholiques sont arrivés au même constat, des jeunes catholiques. C'est parce qu'il est catholique qu'on le garde. Oui.
vous dites peut être... Non, vous savez, non, il n'y a pas d'interprétation et on vous dira pourquoi. Parce que dans les jours à venir, nous allons poser des actes qui vont vous démontrer qu'il n'y a rien de catholique. Moi, je ne parle pas à des forces politiques. Je ne parle pas à des forces syndicales. Je ne m'adresse pas à la société civile. Depuis quelques jours, je ne parle, je ne discute, je n'échange qu'avec des jeunes catholiques qui n'ont jamais fait de politique dans leur vie. Guy Marius Sagna appartient à une communauté. Il appartient à l'Église catholique du Sénégal. Et notre intime conviction, s'il était mouride, Santon Baké, on l'aurait lâché. S'il appartient à la famille Si, on l'aurait lâché. S'il était de Cambérène ou de Yoff, Laïla et Makta, on l'aurait relâché. C'est parce qu'il n'a peut-être pas où s'adosser. Ou peut-être il vient d'une communauté qui a sa façon de faire, qui est toujours effacée, qu'on dit oui, on peut faire ce qu'on veut de Guy Marius Sagna. Eh bien, je vous dis, vous allez vous tromper lourdement. Et je disais à ces jeunes catholiques, je leur donnais moi un exemple. Quand je me permettais de manifester au cimetière de Bethanie, parce que je considérais à l'époque qu'un directeur d'agence n'avait pas le droit de venir pour verser de l'argent dans une communauté religieuse. Je considérais que si c'était un président d'institution, Assemblée nationale, prémature, etc., on pourrait comprendre qu'il vienne et apporter sa contribution, mais pas une agence. Ce n'est pas le rôle d'une agence. Et pour moi, l'Église catholique du Sénégal, à l'époque et toujours, n'a pas le droit de prendre de l'argent venant de n'importe où. Je pense que l'Église vous a apporté. Après l'Église, on s'apprête à aller rencontrer l'archevêque de Dakar pour lui exposer la lettre qu'on va envoyer au Vatican et signée par des jeunes de toutes les paroisses, particulièrement de Dakar, de Grand Yoff, des Parcelles de Séni, de Saint-Pierre-des-Barbares, des Martyrs, etc. Dans un premier temps. Dans un deuxième temps, nous avons dit que nous sommes une communauté, certes une minorité, mais une communauté. Nous avons nos cartes d'électeurs. Maintenant, où Macky Sall va nous respecter, nous, en tant que minorité catholique, où nous allons assumer nos responsabilités. Et nous allons pousser l'Église catholique à, au moins, sur le principe, demander, parce que l'Église, son rôle n'est pas d'exiger, mais l'Église combat l'injustice et l'arbitraire. Ce qui se passe dans le cas de Guy Marius Sagna, c'est de l'injustice et de l'arbitraire. L'Église, nous allons lui demander de faire en sorte que le président Macky Sall sache que Guy Marius Sagna appartient, un, à une communauté, deux, c'est un père de famille, et trois, on ne peut absolument rien lui reprocher sur le plan pénal parce que sinon on aurait gardé tous les autres avec lui. Donc la suite logique, c'est sa libération. Si ce n'est pas le cas, mais ce que nous avons à faire, nous allons le faire. En tant que jeunes catholiques, et faites-nous confiance, y compris nous donner un spectacle. Parce qu'il n'est plus question dans ce pays, non, je reviens à ce que j'ai dit, qu'on arrête de parler de violence. Les pécheurs de Saint-Louis, c'était pas de la violence. C'était des principes. La preuve, ils ont eu gain de cause. Les étudiants ici, c'était pas de la violence. C'était des principes, ils ont eu gain de cause. Vous prévoyez des actions d'éclat? Non, nous voulons que l'Église catholique du Sénégal, même si elle n'obtient pas gain de cause, et là j'en doute grandement, parce que nous connaissons aujourd'hui, nous, c'est quoi le Vatican. Si Macky Sall ne connaît pas c'est quoi le Vatican, M. Kane, nous connaissons c'est quoi le Vatican. Et je vous dis que si le Vatican est saisi par le canal approprié sur cette question qui concerne l'injustice et l'arbitraire, quand des journaux en France comme La Croix seront bien informés et bien saisis, le président Macky Sall saura que tout de même on vit dans un village planétaire. Alors, quand même, la lutte contre la hausse de l'électricité, c'est une lutte qui est commune. Citoyenne et patriotique. Oui, et dans le Sénégal, dans sa diversité. Ceux qui œuvrent pour la libération de Guy Marius Sagna également sont assez divers et appartiennent à diverses communautés. Est-ce que votre appel n'aurait pas eu plus d'impact si vous étiez adressé à l'ensemble du clergé, catholique comme musulman, comme d'autres qui croient peut-être à autre chose? Je pense que tout le monde a dit ce qu'il devait dire, tout le monde a fait ce qu'il devait faire pour la libération de Guy Marius Sagna. Nous sommes face à une dictature. Et nous avons décidé, nous, en tant que communauté catholique, de nous battre pour la libération de notre frère en Christ, Guy Marius Sagna. Et je reviens à ce que j'ai dit. Nous sommes une minorité, mais fiers de l'être. L'Église catholique, nous savons comment elle communique. Je peux vous dire une chose. Actuellement, nous faisons cette émission-là, présentement. Je soupçonne l'Église catholique du Sénégal d'avoir déjà réagi. Parce que nous connaissons, nous, l'archevêque de Dakar. Mais ils ne vont jamais intervenir par voie de presse. Ce ne sont pas des gens qui font du bruit.
ce n'est ni leur culture ni leur éducation. Mais le président Macky Sall doit savoir que Guy Marius Sagna n'est pas seul. Il appartient à une communauté, il est catholique. Oui, le Sénégal quand même est un pays divers, pluriel, laïque. Où les communautés sont en symbiose. On est bien d'accord, c'est important. Et ça, c'est important pour le Sénégal. Oui. C'est la raison pour laquelle M. Macky Sall doit être sensible à ce que j'ai dit. Guy Marius Sagna a été arrêté avec 7 ou 8 personnes. Ils ont tous été libérés. Et vous savez quoi? Revisitez. Ils sont tous musulmans. Ils ont tous été libérés. Vous allez m'excuser, mais je reviens à ce que j'ai dit. Si on doit taper sur ça pour qu'on libère Guy Marius Sagna, on tapera sur ça. On est arrivé dans ce pays à jouer avec tout et n'importe quoi. Les médias invités du jury du dimanche. L'incapacité électorale des anciens prisonniers Khalifa Sall et Karim Wade est encore aujourd'hui d'actualité. Leur amnistie est-elle une exigence pour vous dans le cadre du dialogue politique, du dialogue national? Je ne saurais pas parler pour le compte et le nom de M. Karim Wade, mais pour le compte et le nom de M. Khalifa Sall, je peux vous dire que c'est le cadet de ses soucis, ces questions d'amnistie. Je me limite à cela. Khalifa Sall est dans une autre dynamique. Ça ne l'intéresse pas d'être amnistié. Non. Il n'en a pas fait la demande. Pas du tout. Il a quand même bénéficié d'une grâce, non? Une farce. Pas d'une grâce. Mais il est sorti de prison. D'une farce. Et il profite de sa liberté? Il n'est pas sorti de prison, il a été expulsé de prison. Manu militari, par la force. Donnez-nous des nouvelles de Khalifa Sall. Certains, parmi ceux qui ont posé des questions sur Facebook, pensent qu'il a renoncé au combat, qu'il n'est plus dans l'action. Alors, je voudrais leur dire que sous peu de temps, je ne dis pas qu'ils vont le voir ou l'entendre, mais ils le verront chez eux. Khalifa rentrera dans toutes les maisons. Vous le verrez bientôt, c'est une question de jours. Je ne parle pas de semaines ni de mois, de jours. Vous le verrez, et chez vous, pas dans la rue, mais chez vous. Il viendra vous parler. Vous en Italie, vous en France, vous aux États-Unis, vous le verrez et vous l'entendrez. Et sachez une chose, je répète ce que j'ai dit, on lui a imposé un combat qu'il n'a pas choisi. Dans la tête de Khalifa Sall, il ne s'agit pas de question d'amnistie. Dans la tête de Khalifa Sall, il ne s'agit même pas d'une question d'être président de la République ou pas. Dans la tête de Khalifa Sall, il s'agit aujourd'hui de restaurer la démocratie et les valeurs et les principes au Sénégal. Sauf que pour un homme politique qui a l'ambition qu'il a, l'incapacité électorale peut quand même le ligoter. Pas du tout. Comment il va se présenter, par exemple, raisonnement dans l'absolu, comment il pourrait se présenter à la prochaine élection présidentielle? C'est le cadet d'abord de nos soucis. Parce que Khalifa n'est pas seul. Je répète ce que j'ai dit. On nous a imposé un combat qui n'est pas le nôtre. On nous l'a imposé. Alors quand on vous impose quelque chose, vous avez deux choix. Ou bien de faire face, ou bien de vous déliner. Nous avons choisi de faire face. Maintenant, le président Macky Sall, je reviens à ce que j'ai dit, je vous invite à faire un micro-trottoir. Demandez aux Sénégalais de quoi souffre le Sénégal aujourd'hui. En grande partie, de façon non partisane, non planique, ils vous diront que le Sénégal souffre aujourd'hui de son président, M. Macky Sall. Donc pour nous, il est question d'abord de débarrasser le Sénégal de cet homme. La question de Khalifa Sall, président de la République, je vous dis, elle n'est pas à l'ordre du jour pour nous. Il a renoncé à son ambition présidentielle. Pas du tout. Parce que quand M. Macky Sall, vous savez, on parle beaucoup de l'éligibilité de M. Khalifa Sall. Mais pourquoi ne parlerons-nous pas de l'éligibilité ou non du président Macky Sall? Serait-il éligible à l'élection de 2024? Parce que je répète une chose, et je voudrais que tous les Sénégalais m'écoutent religieusement. Tant que M. Macky Sall est éligible, retenez que seuls ses choix à lui seront éligibles. Pourtant, vous avez dit, je vous ai lu dans les précédents. Si M. Macky Sall n'est plus éligible, la démocratie du Sénégal maintenant choisira tous ceux qui seront éligibles. Oui, j'ai lu des entretiens antérieurs que vous avez faits. Vous avez soutenu que juridiquement, il peut se présenter en 2024, mais que le combat est politique. Qu'est-ce que vous voulez dire? Vous avez même dit que je suis convaincu que le président Macky Sall se présentera en 2024. Expliquez-nous. Oui. Le président Macky Sall se présentera en 2024 pour plusieurs raisons. D'abord pour les raisons personnelles. Parce qu'il sait ce qu'il a fait. Il sait ce qu'il a fait, mais ce n'est pas important. Non, on aimerait bien comprendre. Mais quand vous prenez les gens, vous les mettez en prison pour le plaisir de les mettre en prison, c'est parce que vous ne connaissez pas la prison. Et si vous pensez que vous êtes à l'abri de la prison, alors là, franchement, vous vous trompez alors lourdement. Parce qu'on n'est même pas dans le règlement de compte avec le président Macky Sall. Il suffit seulement de sortir certains dossiers, le concernant et concernant des membres de sa famille, et d'être objectif, il connaît où se trouve sa place.
Vous dites juridiquement, mais vous dites que juridiquement, il peut se présenter. Pourquoi vous le dites? Le président Macky Sall a organisé un référendum. Je vous invite, faites des recherches sur Internet. Cherchez-moi un référendum où il y a eu même plus de 2 questions posées. Un référendum, d'habitude, c'est toujours une question et la réponse est oui ou non. Vous voulez être dans l'Union européenne, oui ou non. Vous voulez sortir, oui ou non. Mais quand vous faites un package, que j'appelle le menu de l'escroquerie, vous mettez 16 points. Et vous mettez le point sur l'homosexualité. Mais dès que vous touchez à l'homosexualité, vous touchez au cœur des Sénégalais. Parce que, je l'ai déjà dit, ce n'est pas une question de ce sera légalisé ou pas. Ça ne sera jamais toléré au Sénégal. C'est culturel. Non, mais l'homosexualité ne figurait pas quand même dans le package. Les 16 points, je vous invite à revoir les 16 points. Il n'a jamais été écrit homosexualité, on est bien d'accord. Non, écoutez, vous savez, les Sénégalais, je pense que 80% des Sénégalais ne sont ni Mamadou Ibn Kane ni Barthélémy Dias. Pour comprendre, je veux dire certaines choses avec du recul. Attention, les Sénégalais sont quand même intelligents. Ils sont, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Bien sûr qu'ils le sont, mais en termes de capacité d'analyse, le Sénégalais, par exemple, je ne provoquerai pas sa naïveté, mais quand il vous dit en Wolof, il n'osera pas, de quoi ça dit? Quand on disait que dans ce référendum, il a glissé la possibilité juridique et constitutionnelle de faire un 3e mandat. Les Sénégalais disaient à l'époque, non, de quoi ça dit? Mais je vais vous dire pourquoi je parle de cette histoire d'homosexualité. C'est parce que la preuve, parmi qui a choisi les couleurs des bulletins. Vous vous rappelez du bulletin de l'opposition, le nom, vous vous en rappelez? Il était rose. Et comme ça, le ministre de l'Intérieur s'est levé, il est sorti, il a dit, ah oui, c'est déjà choisi, hein, on ne reviendra pas dessus. Il était rose, et le nom était écrit en blanc. Ils habitent Dakar, ils prennent du foncier à Dakar, leurs enfants vont à l'école à Dakar, mais nous les Dakarois, nous ne sommes jamais partis à Fatick pour dire qu'à Fatick, ils avaient un statut particulier. Au nom de quoi M. Macky Sall vient à Dakar pour nous dire que maintenant Dakar doit avoir un statut particulier. Et je le soupçonne aussi, pour ne pas dire que je l'accuse, d'avoir des calculs totalement tordus par rapport aux fonciers. Et là, je m'adresse à la communauté Lébou. L'aéroport de Dakar-Yoff, ce qui s'y passe est un scandale. Je prends ça que comme exemple. Alors, les Lébou ont bel et bien intérêt à se lever et à bien ouvrir leurs yeux et à ouvrir leurs oreilles. Parce que ce que nous sommes en train de dire là, c'est sérieux et très sérieux. Et j'irai plus loin sur le plan politique. Mon intime conviction est que si Dakar a un statut particulier, où on nomme un gouverneur, Dakar n'a plus besoin, de par ce statut particulier, d'être représenté à l'Assemblée nationale du Sénégal. Et je vous donne l'exemple du district de Columbia, la capitale américaine, Washington, D.C. C'est pas un État, c'est un district. Il n'est pas représenté ni au Congrès, ni au Sénat. Et vous verrez à Washington, D.C., sur toutes les plaques d'immatriculation des voitures, il est écrit « Taxation without representation ». Donc, ramener Dakar à un district. Si Dakar n'est plus un département, Dakar n'a plus rien à faire à l'Assemblée nationale. Parce que ça veut dire qu'on a combattu un homme, on l'a mis en prison, on l'a empêché d'être président de la République. Maintenant, on ne trouve pas maintenant la formule pour prendre Dakar, et maintenant on décide maintenant d'humilier tout le peuple de Dakar. Pourquoi Dakar devrait se limiter à la personne de Khalifa Sall, puisque vous faites allusion à lui? Alors cette question devrait être posée à M. Macky Sall. C'est ça qu'on ne comprend pas, nous. Combattre Khalifa Sall, ça peut se comprendre sur le plan politique. Vous êtes opposé au statut particulier de Dakar? Non, mais c'est même pas pensable à notre niveau. Est-ce que cela remet en cause, au fond, la communalisation? Vous êtes maire de Mermoz, il y a d'autres communes également. Il y a d'abord, dans ce cas de figure, il y a d'abord une rupture d'égalité entre les territoires. Il y a une contradiction manifeste par rapport à l'esprit même et à la lettre de l'acte 3 de la décentralisation, qui avait milité pour les territoires forts, les territoires viables, fiables, rentables, éventuellement bancables. On a vu ce qui s'est passé avec l'entrée obligataire, etc. C'est-à-dire qu'il faut qu'on sache raison garder. Je pense qu'aujourd'hui, même le Sénégalais le moins averti, c'est tout de même qu'il n'y a aucune objectivité dans la démarche de l'exécutif. Regardez, les ordures, on retire à la ville. L'aménagement des places de l'obélisque, l'indépendance, on en fait une guerre par rapport à la ville. L'entrée obligataire, on a tous vu ce qui s'est passé. Aujourd'hui, on fait des doublons avec le ministère du Renouveau. Ça veut dire que ça suffit à un moment donné. Vous êtes incapable d'être capable de prendre la ville de Dakar, mais accepter au moins le jeu démocratique. Ça s'appelle un temps soit peu, mais être au moins un citoyen. Certes, peut-être pas exemplaire, mais au moins accepter le principe de la République.
Vous ne pouvez pas gagner Dakar. Et ceci étant dit, mais ce n'est pas une honte en soi. Regardez en France, M. Kane. De Mitterrand à Macron, le maire de Paris n'a jamais été de la mouvance présidentielle. Mitterrand a été président, Chirac a été président, Sarkozy a été président, Hollande a été président, aujourd'hui Macron. Le maire de Paris n'a jamais été avec le président. Mais vous pensez que ça choquait un quelconque Français ou un quelconque Parisien? Mais ça change raison garder. Alors aujourd'hui, tout de même, quand je les vois, je me rappelle à l'époque, je parlais du jardinier de la République, qui était le ministre urbain. On disait oui, vous voulez mettre des jardins partout, etc. Je dis, mais allez à Fatigue. Mais vous avez tellement d'espace là-bas pour mettre des jardins. Allez regarder ce qui se passe à Kaolack. Allez un peu partout dans le Sénégal. Mais pourquoi vous vous concentrez comme ça sur la capitale? Mais cet homme-là, vous ne pensez pas que vous en avez assez fait? Vous voulez quoi d'autre maintenant? Vous voulez qu'est-ce que vous voulez tout de même? Je n'irai pas jusqu'à tout de même prétendre que vous voulez tout de même sa liquidation physique. Ce serait exagéré. Alors, Dakar a comme maire aujourd'hui une dame, Soham Wardini, qui a remplacé Khalifa Sall quand elle a été révoquée de cette fonction. Comment appréciez-vous son action? Je salue d'abord la fidélité, je salue d'abord la loyauté, je salue aussi la constance, et je milite pour qu'on puisse lui donner les moyens de pouvoir réussir sa mission. Et je reviens à ce que j'ai dit, Mahmoud Ibrahim. L'esprit de la... Quand même là, ce qu'il faut relever, c'est qu'aujourd'hui, tous ceux qui sont à la tête des collectivités locales ont vu leur mandat expirer, non? Bien sûr. Oui. Et aujourd'hui, je reviens à ce que j'ai dit. Ce qui est dommage, et je l'ai toujours dit, j'ai dit qu'il n'y aura pas d'élection locale. On me dit non, il y en aura en 2019. Je dis il n'y en aura pas. On me dit en 2020, je mets ma main sur la Bible, il n'y en aura pas. On me dit en 2021. Je dis en 2021, quand on arrivera vers le 30 novembre 2020, je vous dirai s'il y en aura en 2021 ou pas. Et c'est la raison pour laquelle j'en veux à certains de mes amis de l'opposition. Je leur ai dit, tout ce cirque est fait avec votre complicité, à travers cette farce que vous appelez le dialogue national. Et vous savez très bien que vous dialoguez sur rien du tout. Parce que quand on s'assoit, on dit, on démarre le dialogue. Et au milieu du dialogue, le président Macky Sall, alors encore une fois de plus, je salue encore cet homme, parce qu'alors lui, il est constant. Il dit on discute, on échange, et puis après, je retiendrai ce que la majorité aura décidé. Et tout à coup, en cours de discussion, il copte 40 personnes. Mamadou Kane, Barthélémy Diaz, on joue au football, Mamadou Kane a 11 joueurs, j'ai 11 joueurs, et à la mi-temps, Barthélémy décide d'en ramener 11 autres. Donc je joue contre Mamadou, j'ai 22 joueurs, Mamadou en a 11. Quelle est la majorité qui va se dégager? D'accord? Donc, alors, je vous ramène aux fameuses conclusions avec la commission d'Amadou Maftarmo. Quand on lui a donné, il a dit, je choisis ce que je veux. Monsieur Macky Sall doit savoir qu'il n'est pas au restaurant. Il n'a pas un menu et il choisit l'entrée, le plat de résistance. Non, la démocratie, c'est il faut accepter la démarche inclusive et participative. C'est pas parce qu'on est plus fort ou on est majoritaire qu'on impose sa majorité. Et moi, je vous dis, cet homme, monsieur Macky Sall, je le soupçonne d'endormir tout un peuple pour n'organiser aucune élection jusqu'à l'élection présidentielle. On me dit qu'il n'en est pas capable, je dis qu'il en est capable. Alors, attaquons très rapidement en rappelant que notre invité ce dimanche est Barthélémy Diaz, invité du jury du dimanche. Attaquons les questions d'ordre économique et financier. La mesure du président Macky Sall de suspendre l'achat de véhicules de fonction et de services jusqu'à nouvel ordre, 5 milliards de frais d'entretien pour le parc automobile qui est estimé à 11 000 véhicules. Comment accueillez-vous cette décision du président de la République? C'est le saupoudrage. Je voudrais être clair avant que le procureur de la République s'excite là-bas. Il semblerait, pour ceux qui ne parlent pas français, je n'ai pas dit... vous n'êtes pas sûr de ce que vous êtes en train de dire? Il semblerait oui, que parmi les fournisseurs de véhicules à l'État du Sénégal, il semblerait que dans sa famille la plus proche, il y ait quelqu'un qui s'y active. Le président Macky Sall, je me limite à ça. Lors des obsèques de M. Ousmane Tanordien, à l'entrée de Nguyen, son véhicule a pris feu. Mais personne n'a porté plainte contre Mercedes. Parce que Mercedes n'a pas vendu cette voiture. Alors, je rappelle que c'était une Mercedes et une Maybach. Ceux qui connaissent les voitures savent ce que veut dire une Maybach. Vous savez, les Maybach, les chefs d'État ne roulent même pas dans les Maybach. Ce sont les stars qui roulent dans les Maybach. Les stars de la NBA, de basketball, de football, des gosses du Paris Saint-Germain. Ce sont ces gens du Real de Madrid. Ce sont ces gens qui roulent dans ce type de voiture. Pendant qu'on y est, le président Macky Sall n'a qu'à rouler en Ferrari ou en Lamborghini.
Il y a peut-être même plus d'espace pour lui. Donc, je voulais dire que Nguyen, la voiture, elle crame. Mais le lendemain, quand le président Macky Sall allait présenter des condoléances chez le président Ousmane Tanor, il est reparti avec une autre Maybach. Ils ont acheté ces Maybach chez qui? Qui leur a vendu ces Maybach? Je reviens à ce que j'ai dit. Il semblerait qu'un membre de sa famille, et la plus proche, vendrait des voitures à l'État du Sénégal. Qu'on arrête de nous parler de voitures. Parlons de choses concrètes. Pourquoi on ne parlerait pas du livre de Pape Alé Niang, un scandale au cœur de la République? Ça, on ne parle que du coup d'un. Mais parlons du port, parlons de la poste. Continuons à parler. Et pourquoi est-ce qu'on ne laisserait pas Mme Nafi-Ngom Keïta parler? Et pourquoi on ne permettrait pas à Mme Diakhaté de s'exprimer et de parler? Et pourquoi le procureur de la République ne répond pas objectivement aux propos de Mme Diakhaté? Je vous ai transmis les dossiers. Qu'est-ce que vous comptez en faire? Mais dès que Barthélémy Diaz parle avec un ton déplacé, alors là c'est l'article 80, offense au chef de l'État, outrage à magistrat. Combien de Sénégalais, avant-hier, entre 20h et minuit, combien de Sénégalais ont fait un accident au Sénégal? Combien de Sénégalais ont fait un accident? On dirait qu'il n'y a eu que Pape Alé Niang qui était sur les routes du Sénégal. Depuis quand est-ce qu'on fait un accident, on se retrouve dans un garde à vue? Depuis quand? Il n'y a aucun blessé, M. Mamoudou Iboukan, il n'y a aucun mort. Et il n'y a aucun dégât, par exemple, un poteau d'électricité, quelque chose qui appartiendrait à l'État. Et on arrête une personne. La police a dit que notre confrère conduisait en état d'ivresse. Vous savez, la raison pour laquelle je ne polémiquerai pas sur ces propos, j'ai déjà dit, la police, vous le savez mieux que moi, comme la gendarmerie, ils sont aux ordres. La police, il faut la différencier des policiers. Si on prend le cas du commissariat central de Dakar, je connais des policiers qui y sont et qui ont la tête sur les épaules. Ceci étant dit, quand vous dites que M. X conduisait en état d'ébriété, où est le test d'alcoolémie? En Europe, en Amérique, vous souffrez, on vous dit que vous êtes à 3%, vous êtes à 4%, et on vous dit que vous ne devez pas être au-delà de temps. Vous ne croyez pas à cette thèse? À quelle thèse? La conduite en état d'ébriété. Mais s'il avait conduit en état d'ébriété, ça a été constaté par qui? Et de ce que je sais, je prends le cas des États-Unis, je ne parle pas du cas du Sénégal, mais aux États-Unis, si par exemple vous êtes arrêté en état d'ébriété, c'est obligatoire, quel que soit votre rang. Vous faites 24 heures de garde à vue dans le violon, c'est obligatoire, il faut vous dessouler. Et ensuite, vous devez être présenté au procureur, y compris même pour peut-être une amende. C'est obligatoire. Est-ce qu'il a été mis dans le violon pour les 24 heures pour être dessoulé? Oui ou non, je ne sais pas. Mais une chose est claire, il a été libre. Donc, je vous dis, ce procureur qui confond la République et l'Alliance pour la République, je pense que s'il avait de la matière, alors lui, il aurait été bouffé cru, alors d'une façon, avec une sauce tellement pimentée, que je vous dis que je pense que même les os auraient été mâchés. La police a dit que le dossier est entre les mains du parquet, du procureur de la République. Donc ça, ce sont les épées de Damoclès, ça. C'est comme l'histoire de Ndiaga Diouf, c'est les épées de Damoclès. C'est comme ces histoires d'amnistie. Mais Pape Alé, il sait très bien qu'il a en face de lui un régime dangereux, il le sait. Il doit rester constant. Et Pape Alé doit savoir qu'il fait la fierté de tout un peuple et de toute une nation. Le reste, ce sont les détails. Je vais vous dire une chose. On parle d'alcool, etc. Vous savez, tant qu'on n'a pas dit que Pape Alé était un homosexuel, on n'est pas allé trop loin, c'est pas méchant. Il se dépasse la cité, c'est tout, c'est pas méchant. Il a pris un ou deux verres, c'est pas la fin du monde. Dans ce pays, chacun a son excitant. Qu'on arrête de pousser les gens. Il y a une loi interdit la conduite en état d'ébriété. Mais personne ne peut prouver que Pape Alé était. Vous allez même rappeler quand même une situation aux États-Unis. Oui. Mais... Et je suis sûr que si vous allez aux États-Unis, vous allez respecter la loi aussi. Bien sûr. Au Sénégal, il faut également respecter la loi. C'est très simple. Sans préjuger de l'innocence ou de la culpabilité de qui que ce soit. Mais moi, par exemple, je suis de confession catholique. Ouais. Mais moi, bon, peut-être maintenant, je ne vais plus dans les bars et restaurants, parce que bon, je n'ai plus l'âge de le faire, j'ai plus la passion de le faire. Mais je sortais des fois avec des amis, je prenais un verre, deux verres, j'allume ma voiture, je rentre chez moi. Mais c'est interdit par quel décret, par quelle loi, par quelle constitution? Je suis désolé. L'autre a envie de boire son tchakri, l'autre sont fondés. Moi, j'ai peut-être envie d'être dans le canal. Interdit, mais oui. la loi interdit
conduire quand on est en état d'ébriété, en état d'ivresse. Pour l'instant, personne n'a prouvé que M. Pape Alé a été en état d'ébriété. Très bien, on sera initié peut-être. Et puis les actes qui ont été posés suite à l'accident sont assez suspects. Je reviens à ce que j'ai dit. Amusez-vous à voir, interpeller les assurances, demandez-leur combien d'accidents ont été déclarés dans la fameuse nuit où Pape Alé a été interpellé. Et comment on peut interpeller quelqu'un dans le cadre d'un accident dans lequel il n'y a aucun blessé, aucun mort, aucun dégât qui concerne un bien public. Il nous reste 2 minutes, très rapidement, 1 minute pour chaque question, puisqu'il reste 2 questions également. L'affaire Ndiaga Diouf, Barthélémy Diaz, le procès en appel est prévu le 13 mai prochain. Une tache noire dans votre carrière politique? Mais je reviens à ce que j'ai dit. Diouf, tué en décembre 2011, à la suite d'une attaque contre la mairie de Mermoz. Regrettable. Pas une tache noire? Regrettable. Regrettable. Mais vous savez ce qui aurait été la tache noire? Barthélémy a détenu ou à Bel Air, alors ça serait été dommage. Je serais parti un peu. Êtes-vous innocent, Barthélémy Diaz, de quoi? Dans la mort de Ndiaga Diouf? Totalement innocent. Je le répète, je me suis défendu. Et je répète ce que j'ai dit. Vous aviez tiré? Bien sûr. Si c'est à refaire, je refais la même chose. Votre balle l'avait atteint? Mamadou Ibrakane, vous savez, je reviens à ce que j'ai dit. On est en pénal. En pénal, c'est eux qui m'ont accusé. Pas d'avoir tiré ou d'avoir détenu les armes, parce qu'ils ont dit que j'ai détenu des armes de façon illégale. Et c'est faux. J'avais un permis de port d'armes. Parce que je n'aurais jamais donné l'exemple. J'ai dit que j'ai eu gain de cause. J'ai eu une décision de la Cour suprême du Sénégal suite à un arrêté de M. Ousmane Dom, à l'époque, instruisant le DST, donc le directeur de la Sûreté du Territoire, à l'époque le commissaire Abdou Diop, de me retirer mon permis de port d'armes, sans aucun argumentaire. J'ai attaqué cet arrêté de M. Ousmane Dom à la Cour suprême, j'ai eu gain de cause. Comment je peux avoir une décision de la Cour suprême concernant un permis de port d'armes et ne pas pouvoir avoir un permis de port d'armes? Parce qu'ici, il s'agira de prouver à la justice que... Non, je n'ai rien à prouver. Non, je n'ai rien à prouver. Vraiment innocent. Non, je n'ai rien à prouver. Bien entendu, il n'appartient pas au jury du dimanche de faire des procès. Bien sûr, mais je n'ai rien à prouver. Oui. Ce qui m'accuse, c'est à eux de prouver qu'on est en pénal. Parce qu'ils disent que j'ai tué quelqu'un. Mais ils ne sont pas capables de montrer un cadavre devant la mairie. Une personne qui est atteinte par balle va à l'hôpital, mais ne va pas au siège d'un parti politique. Mais ce n'est pas important. Ce qu'il faut retenir dans ce cas... Vous n'avez pas tué Ndiaga Diouf? Non, je n'ai pas tué Ndiaga Diouf. Et je reviens à ce que j'ai dit. Même si j'avais tué Ndiaga Diouf, vous pensez que je peux tuer Ndiaga Diouf, on me condamne à 6 mois de prison ferme? Dans quel pays est-ce qu'on tue un être humain et on est condamné à 6 mois de prison ferme? C'est une épée de Damoclès qui ne passera pas. 1 minute pour terminer. Différent avec la Géroute, agence chargée de réaliser des travaux routiers, vous avez saisi la Cour suprême sur un projet de construction d'un 2x2 voies sur le boulevard de l'Alternance qui passe... Sacré-Cœur, c'est ce boulevard-là? Oui. Oui, ok. Mais parce que la Géroute... Pourquoi? Je pense que d'abord parce que la Géroute est en train d'aller au-delà de ses prérogatives. Récemment, la Géroute s'était permise d'autoriser un prestataire d'aménager un parc d'attractions pour enfants sous le giratoire de la place de l'Anglès. Vous imaginez? Avec toute la pollution, vous imaginez? On a refusé. Alors la Géroute, je voudrais dire que la Géroute brandit un décret en disant que c'est sur la base de ce décret qu'elle prétend pouvoir poser des actes. Nous, on brandit une loi qui s'appelle le Code général des collectivités locales. La loi, je reviens, elle est au-dessus de l'arrêté et du décret. C'est la raison pour laquelle je vous disais que l'arrêté Ousmane Ngom, il est anticonstitutionnel. Parce qu'il n'y a aucun arrêté qui peut être indéfini dans le temps. Un arrêté, il est pris pour une période bien déterminée. Par exemple, le préfet de Dakar ou le gouverneur de Dakar peut prendre un arrêté pour dire, sous la période allant de telle date à telle date, 3 mois, 6 mois, 1 an, il interdit la pose de panneaux publicitaires. Il a le droit. Mais il ne peut pas prendre un arrêté de façon indéfinie. Parce que la pose des panneaux publicitaires, l'autorisation, c'est la prérogative du maire. Donc, ce que je voulais dire par là, la Géroute n'est pas habilitée aujourd'hui à recouvrer des recettes sur la voie publique, ce sont des deniers publics, et elle l'a fait, et nous avons des preuves. Quand la Géroute aujourd'hui nous dit qu'il y a des emprises qui relèvent de la voirie classée, nous sommes d'accord. Mais ces emprises-là, quand des charretiers y déversent des gravats, ou quand ces emprises sont squattées par des mécaniciens, c'est la responsabilité de la mairie de nettoyer ou de déguerpir, ou la responsabilité de la Géroute de nettoyer ou de déguerpir. Donc pour moi, je pense qu'on peut travailler en toute complicité, en toute harmonie, mais il faut savoir raison garder. Très bien. Le Clean Day, pourquoi on ne voit pas Barthélémy Diaz?
Le cleaning prendre son balai pour rendre propre sa ville, sa mairie. J'ai tellement dit que je refuse d'accueillir le président Macky Sall. Ce n'est pas un citoyen exemplaire. Voilà. Et je dis que je refuse... Habitant de Mermoz. Non, Quelle belle image cela aurait été non, ce n'est pas de voir Barthélémy Diaz, maire de Mermoz, avec son administré, le président de la République, avec le balai, la pelle, nettoyer. Pourquoi vous renoncez à cette belle image? Je vais dire deux choses. D'abord... Et j'en termine par là, parce que l'émission est finie. Parce que d'abord, je n'ai pas envie de participer au lancement officieux d'une campagne pour les élections locales, d'abord, premièrement. Et deuxièmement, M. Macky Sall n'est pas un citoyen exemplaire. Vous vous imaginez, il a construit le siège de l'APR dans la commune de Mermoz-Sacré-Cœur sans permis de construire. Ce n'est pas un citoyen exemplaire. Merci, Barthélémy Diaz. Vous refusez de prendre part au Cleaning Day. Parfaitement. Et je refuse de vos administrés vont le retenir contre vous. Non, je refuse de m'afficher avec un dictateur. Barthélémy Diaz était l'invité du jury du dimanche présenté par Mahmoudi Ibrakan. Merci à toute l'équipe technique, Abdoulaye Ndiaye pour la réalisation, prise de son Ibamar, photo pour le site Média SN Abdoulaye Silla. Babacar Fall, ce sera le plaisir de vous faire le compte rendu de cette émission sur votre site préféré, Binta Alexandra Ndiaye. Et bien puis pour les réseaux sociaux. Bon dimanche, rendez-vous dimanche prochain.